Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Le Chypre accueille les experts. Bonjour à tous, bienvenue pour une heure de débat, de controverse. C'est les experts sur BFM Business. Alors, c'est moi qui aurai le plaisir de vous accompagner toute la semaine pendant que Nicolas Dose prend du repos bien mérité, vous en conviendrez. Remarquez, je sais pas trop à quoi je sers finalement, parce que vous allez voir des vieux briscards avec nous qui pourraient presque faire l'émission tout seul. Je vous les présenterai quand même tout à l'heure. On va discuter évidemment de tous les sujets d'actualité. Le premier, c'est cette tournée en province que va démarrer François Hollande aujourd'hui par la Bourgogne, au moment où sa cote de popularité est au plus bas. Alors, tournée difficile parce qu'il va falloir convaincre que la rigueur est vertueuse et que l'Europe a encore quelque chose à nous proposer. Bon courage François Hollande. On se demandera, est-ce que le fait que les marchés financiers aussi soient au plus haut, et notamment les bourses bien sûr, est-ce que ça a un sens aujourd'hui dans la conjoncture actuelle? Et puis voilà, 2 ans après Fukushima, nous nous demanderons finalement ce que cet accident a changé pour la filière nucléaire. Et puis les dernières minutes de l'émission seront consacrées à toutes les nouvelles qu'on a eues sur les rémunérations, encadrement, rémunération des patrons, des traders, et puis cette augmentation annoncée des salaires dans la fonction publique allemande. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? On se retrouve tout de suite. Discuter de tous ces sujets, Laurent Vronsky, quand je vous dis qu'on a des habitués, le DG d'Hervor, dernière entreprise française de compresseurs, faut-il le rappeler, l'homme qui repousse les Allemands à la frontière régulièrement, qui essaye, voilà. Gilles Legendre, fondateur d'Explora et compagnie, agence d'intelligence et de communication et stratégique que vous connaissez très bien aussi. Et puis l'économiste Jacques Delplat, l'homme qui a des solutions quand plus personne n'a grand-chose à proposer. C'est l'homme qui avait inventé le rachat des droits pour pouvoir réformer. C'est l'homme qui avait inventé la dette bleue et la dette rouge au moment de la crise de la dette européenne. Bon, Laurent, je propose qu'on le laisse tout seul, non? Oui, ça sera plus utile. Voilà une vraie solution. Vous allez voir des solutions qui méritent d'être challengées. Et puis, votre dernière idée, c'est le budget à points. Vous nous en direz quelques mots aussi. Merci. Vous êtes aujourd'hui professeur associé à l'Université de Toulouse 1. Alors, messieurs, cette tournée qui démarre aujourd'hui dans toute la France, puisque c'est la Bourgogne qui est la première étape, François Hollande va essayer apparemment de donner plus de visibilité à son action. Qu'est-ce qu'il peut dire aux Français pour leur montrer le chemin, j'ai envie de dire, Gilles Legendre? C'est d'un incroyable classicisme ce qu'il entreprend là. Combien de fois, puisque nous sommes des vieux briscards, comme vous l'avez gentiment rappelé, combien de fois on a entendu ce scénario-là? Mais attendez, c'est pas seulement Chiraquise. Mitterrand le faisait, Giscard le faisait. Alors lui, il tirait la sonnette des gens pour aller partager la poule au pot avec eux. Mais Mitterrand le faisait, Chirac le faisait, Sarkozy le faisait. Je pense que ça ne suffira pas à dissiper le mystère Hollande, car je trouve qu'il y a un mystère Hollande, puisque nous sommes dans une semaine très religieuse, puisque nous allons probablement avoir un nouveau pape durant la semaine. Je trouve qu'il y a une sorte de masochisme tout à fait sulpicien et béat chez notre président de la République qui, moi, ne laisse de me surprendre. Il est dans une situation de popularité absolument sans précédent. Il n'y a aucun président de la République qui soit tombé si bas dans des délais aussi courts. Et néanmoins, il affiche une sorte de sérénité, de constance, voire d'humour, pas toujours du meilleur goût, mais qui donne l'impression qu'il est totalement inoxydable. À tel point que je finis par me dire que ça va être une force et un atout un jour. D'une certaine manière, il est totalement inoxydable à la popularité. C'est un mandat chiracien. Non, parce que Chirac était quand même inquiet, angoissé. Hollande affiche une sorte de sérénité invraisemblable. Alors, pour répondre à votre question, parce que c'est quand même ça le sujet véritable, qu'est-ce qu'il doit dire aux Français? C'est très simple, la vérité. Or, aujourd'hui, on est dans un déni
de réalité au niveau du discours politique du gouvernement qui est incroyable, aussi incroyable que l'impopularité, la sérénité inoxydable du président. J'entendais encore Moscovici qui ne veut pas prononcer le mot de rigueur. C'est tout à fait hallucinant. Et alors, ils le font pourquoi ? Ils le font par crainte des Français ou par crainte de l'aile gauche ? Les Français sont beaucoup plus intelligents que l'aile gauche du PS. Or, c'est aux Français qu'il faut s'adresser, c'est pas à l'aile gauche. Et les Français, ils savent parfaitement qu'on est dans une politique de rigueur. Bien plus, je pense que contrairement à ce que dit le gouvernement, ils seraient parfaitement prêts et à le comprendre et peut-être même à l'approuver. Donc, cette attitude-là, outre le masochisme personnel du président, cette sorte d'autoflagellation auquel il semble prendre un certain plaisir, une certaine sérénité, ce déni de réalité est absolument gravissime parce qu'il va freiner. Il va freiner l'efficacité. Laurent Vronsky, qu'est-ce que il est en retard sur les Français, François Hollande. Est-ce qu'il doit leur dire que ce qui nous attend, c'est des efforts, de la réduction de dépenses publiques, alors qu'en France, on a plutôt tendance à penser que c'est pas quelque chose qui va dans le bon sens. Je n'ai pas la prétention d'être le souffleur du président de la République. Par contre, quel est le discours qui vous surprendrait, je peux lui suggérer quelques objectifs à atteindre. Et l'un des principaux, me semble-t-il, est de redonner confiance aux acteurs économiques. Je rencontre des chefs d'entreprise toutes les semaines. Je rencontre également beaucoup de clients, des fournisseurs. Et je rencontre également aussi beaucoup de gens, comme nous tous, qui sommes salariés, qui sommes des agents économiques. Eh bien, je pense qu'il n'y a jamais eu de morale aussi bas qu'aujourd'hui au niveau de tous les agents économiques. Que vous parliez à n'importe qui, que ce soit au Café du Commerce ou que ce soit dans un conseil d'administration, il y a vraiment de la défiance. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens à qui on a vendu les efforts, à qui on a vendu la hausse d'impôts, on parlait de rigueur, et je suis d'accord avec Gilles, il faut appeler un chat, beaucoup de gens se disent que finalement ça n'a pas servi à grand-chose, que finalement c'est une couche supplémentaire sur le millefeuille fiscal qui ne cesse d'enfler, une visibilité qui s'arrête à la semaine prochaine, et un calendrier qui n'est pas le calendrier économique, mais qui est le calendrier politique. Donc moi j'aimerais bien que notre président... Mais le résultat c'est qu'on coupe la queue du chien en plein de petits bouts et que ça fait beaucoup plus mal que si on l'a coupé en une seule fois. On est d'accord. Et finalement je pense qu'aujourd'hui les gens n'ont pas de visibilité. Donc on gère vraiment, je dirais, la petite semaine. Tout le monde est conscient qu'on vit une crise extrêmement grave. Je veux dire que tout le monde aujourd'hui est touché par le chômage. Tout le monde connaît une entreprise du coin de la rue qui a fermé ses portes. Tout le monde. Donc c'est pas simplement on le lit dans la presse. Et on nous demande des efforts supplémentaires. Et je pense aussi qu'il y a un décalage entre le discours qu'on peut entendre au niveau de l'appareil d'État, où vous avez des ministères qui vous expliquent que ça y est, on a touché l'os, etc. Mais non, on n'a pas touché l'os. C'est-à-dire que quand vous avez... Ça c'est comme les enfants qui disent qu'ils ont mal avant même que... Juste quand ils voient la seringue, ça, avant la piqûre. On est d'accord. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi ce que j'attends du président de la République, qui est si vous voulez notre manager par excellence, c'est de nous projeter une vision non pas à 5 semaines, mais une vision à 5 ans. Je sais bien que c'est compliqué, mais de fixer, si vous voulez, le cap économique du pays en expliquant vraiment quelles sont les vraies réformes qu'il a l'intention de mettre en œuvre et surtout quelles sont les incitations qu'il a dans sa poche pour pouvoir recréer cet impétus économique qui nous manque. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe. Puisque j'ai pas oublié que M. Hollande était l'apôtre de la croissance. Donc on est bien d'accord, c'est le vecteur économique fondamental dont nous avons tous besoin. Et pour l'instant, moi je n'ai pas très bien saisi quelles étaient les mesures fortes qu'il avait l'intention de mettre en œuvre pour redonner confiance aux acteurs économiques. J'ai bien dit donner confiance, je n'ai pas dit une aide supplémentaire avec encore un bricolage fiscal. Bon, Jacques Delpla, tout le monde voit le constat où on en est aujourd'hui. On voit l'objectif à terme, redonner confiance, retrouver de la croissance. Manifestement, il faut en passer par une baisse, une rationalisation au moins des dépenses publiques. Comment on dit tout ça aux Français? Comment on le vend aux Français pour quand même leur donner à terme un message positif? La politique, c'est un métier. Et je crois que personne autour de la table n'est élu. En revanche, le président de la République l'est. Donc il a probablement raison, et il le sait mieux que nous, d'aller voir les électeurs sur place. Mais c'est nécessaire, mais pas du tout suffisant. Moi, ce que j'attendrais, c'est que, comme le disait Laurent Vronsky, il redéfinisse son mandat. Les prémices sur lesquelles il a été élu ont disparu. On est en récession aujourd'hui, et c'est ça qui fonde son impopularité.
À un sens, il ne peut rien là-dessus. Je veux dire, on est en récession, le chômage est élevé, donc les gens votent contre. Ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est dire c'est quoi mon objectif d'ici, mon nouvel objectif au vu des nouvelles circonstances à horizon 2017. Ce qu'ils savent dire, c'est on fera les 3% l'année prochaine. Voilà, donc c'est ça qui ne va pas. Et donc il faut que... Ça, c'est la deuxième chose qui est extrêmement préoccupante, c'est qu'effectivement, la France est en récession, comme tout le reste de l'Europe, mais il y a une divergence avec l'Allemagne aujourd'hui qui n'était pas jusqu'avant. Avant, on bougeait avec l'Allemagne. Depuis l'été dernier, on voit sur toutes les enquêtes de conjoncture, l'Allemagne remonte, la France plonge. Il y a aujourd'hui un écart extrêmement fort et jamais vu dans la conjoncture. Donc, par où on prend le problème? Donc ça veut dire probablement qu'un certain nombre de mesures fiscales n'ont pas été adaptées, qu'il y a eu un choc négatif sur la confiance des chefs d'entreprise. Il faut probablement réformer ça. Et deuxièmement, il faut donner un objectif, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On le sait. Sur la politique budgétaire, il faut la réduire, mais c'est... Moi, je suis pourtant un orthodoxe fiscal, budgétaire, mais l'idée, le projet de loi de finances 2013, où on a réduit le déficit de 38 milliards d'euros, soit presque 2 points de PIB en un an, c'était totalement absurde. Ça allait évidemment créer la récession. La France n'a aujourd'hui aucun problème de crédibilité sur le marché financier. Ce qu'il faut faire, c'est s'engager à réduire les déficits budgétaires de 1 point de PIB, autour de 20 milliards par an, mais pendant 5 ans. Mais là, on y est quasiment non. Il nous a dit 10 milliards déjà par an. Mais pour le moment, on a que des grandes masses et on ne voit pas la queue d'un milliard concret. Je veux dire, où est-ce qu'il faut aller les chercher, ces milliards? Alors, c'était ce que vous disiez au départ, mon idée de budget à poids, à l'instant, c'est pas aux économistes, c'est pas aux commentateurs de définir les grands objectifs de la nation. Je veux dire, il y a un processus démocratique, il y a la fonction d'utilité collective, elle est définie par les électeurs, au travers des élections présidentielles et législatives. Notre fonction, c'est de forcer à la cohérence de ces choix. Or, on l'a vu sur l'Italie, on pourra en reparler. Aujourd'hui, un grand nombre de pays ont des choix non cohérents. Les Italiens veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Pour Berlusconi, c'est évident. Donc, il faut aujourd'hui que nous... Mais nous aussi, finalement, quelque part. Est-ce qu'on ne veut pas tout ça? Absolument. Il y avait un sondage il y a quelques jours sur comment réformer les retraites. Et les gens ne veulent pas allonger la durée de cotisation, ne veulent pas baisser. C'est ça qu'il va falloir expliquer aux Français. Donc, ce qu'il faut que le gouvernement prenne à truc, c'est qu'ils disent... Je veux réformer les retraites, elles resteront comme le modèle social français que vous voulez et pour lequel vous m'avez élu, mais il n'y aura pas de déficit sur la retraite. Alors après, on va décider ce qu'il faut, plus de cotisations, ce qui va évidemment créer du chômage, moins de retraite pour les retraités, ou une plus longue durée de cotisation. Il n'y a que ces 3 paramètres qui doivent être décidés par un choix politique, mais c'est maintenant au gouvernement de dire c'est quoi mes objectifs et comment je fais pour les atteindre de manière cohérente. On voit bien qu'aujourd'hui, il navigue entre deux contraintes. La première, c'est évidemment ne donner aucun signal au marché financier qui donne l'impression qu'on relâche la Ça, c'est plutôt réussi quand même. Et c'est tout à fait réussi. Donc c'est d'une certaine manière une réponse à ce que dit Jacques. Oui, on a peut-être été trop brutal, etc. Mais souvenons-nous dans quelle situation on était quand on l'a été. Donc on n'avait pas 36 choix quand même. Et le deuxième écueil, c'est évidemment de ne pas casser de façon évidente et absurde la croissance, comme l'Europe nous encourageait à le faire au tout début. Il faut quand même, l'Europe était au départ dans une logique extraordinairement basique de rigueur pure et dure, dont elle s'est, j'allais dire, un peu excusée, et le FMI encore plus qu'elle, il y a quelques mois. C'est sûr que c'est une complication réelle de pilotage économique, on ne va pas le nier. Le pilotage de la situation actuelle est probablement le plus compliqué qu'on ait jamais rencontré depuis des années. Donc, oui, mais en même temps, il n'y a pas de solution. Attendez, si... Innovante. Hein. Alors, ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est que le gouvernement fait des choses quand même. Imaginons que toutes les boîtes qu'il a ouvertes depuis le 1er janvier donnent des résultats sur l'année ou les 2 ans qui viennent. Allocation familiale, réduction des dépenses publiques, dossier des retraites, retraite complémentaire, c'est en cours, etc., etc. Non mais, réforme de l'État quand même un peu. Réforme de l'État, modernisation de l'action publique, exactement. Bon, si tout ça, un jour, catalysait positivement, c'est-à-dire qu'on aille vraiment au bout, qu'on aille dans les... On se dirait, quand même, chapeau, en 2014, fin 2014, 2015, bon,
on les avait bien assaisonnés au début 2013, mais il faut quand même reconnaître qu'ils l'ont fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils lancent les trucs, mais je reviens à cette idée du masochisme, ils le font avec tellement de maladresse, tellement de discours confus, tellement de controverses entre eux-mêmes, que finalement, ils arrivent à gâcher toutes leurs intentions positives. Et à force de gâcher l'intention positive, ils font peser une grande menace sur la capacité de l'exécuter. Parce que, comme disait Laurent, c'est notre manager par excellence, le président de la République. Mais excusez-moi, il a pas une équipe absolument de compétition. C'est pas vrai que c'est compliqué de faire les choix de politique économique. Jacques Delplein. Si, c'est compliqué. Non, c'est compliqué quand vous êtes comme l'Espagne ou l'Italie, avec une récession et des taux d'intérêt qui montent. Là, vous êtes pris entre le marteau et l'enclume. Et bon, donc ça veut en dire, France, on a des marges de manœuvre. On a des taux d'intérêt extrêmement faibles, y compris il y a un an. Ce qu'aurait dû faire le gouvernement, c'est de dire on sait très bien qu'on n'arrivera pas aux 3% en 2013, à moins de tuer la bête. Donc on va s'engager à réduire les déficits budgétaires de 1 point de PIB par an, puisqu'on était autour de 5 points de PIB à peu près, arrivé à 1 point de PIB sur 5 ans, de manière crédible, et chaque année, et de dire comment on allait faire, c'est-à-dire quels sont les postes qu'on va ajuster sur 5 ans. Et deuxièmement, pour rendre les choses encore plus crédibles, dire on va faire une réforme des retraites qui, quelle que soit la combinaison entre les paramètres, assurera que par construction, il y aura égalité entre les dépenses et les recettes. Ma proposition n'a rien de radical. C'est ce qu'a proposé Thomas Piketty, c'est ce qu'a proposé la CFDT, c'est les retraites à points. J'ai autant de dépenses des retraites que de rentrées. Oui, sauf que là, il nous reste 1 minute 30, sauf que Jacques, ça ne résout pas le problème de base, qui est que on peut faire tous les points qu'on veut, on peut faire tous les allongements de cotisations qu'on veut, etc. Si les gens ne travaillent pas plus, au bout du compte, il n'y a que la baisse des pensions qui se dessine. Et le problème, c'est aussi l'augmentation. Le problème, c'est de mettre les gens au travail. C'est compliqué. Il y a des gens qui sont malades. Pousser l'âge, etc. Il y a des gens qui sont malades par leur travail, qui diront je préfère avoir une pension plus faible et partir à 60 ans. C'est respectable. Et puis il y en a d'autres qui diront je veux avoir une retraite plus élevée, je vais partir à la retraite à 66. Mais ça, c'est différent. C'est le système où vous touchez en fonction de ce que vous avez cotisé. Exact. C'est le système de points. Ah oui. C'est un système de points qui peut être par répartition. C'est pas du tout la capitalisation. Ce que je dis, c'est le modèle suédois de base par répartition. Laurent Wronski. Juste une minute. Une minute. Bon, je vais essayer je vais être concis. Je ne voudrais pas que certains auditeurs pensent qu'il y a une stratégie économique du gouvernement qui est tellement sophistiquée qu'elle nécessite un roadshow sur le terrain pour expliquer les subtilités et les finesses de cette stratégie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la plupart des gens ont très bien compris ce qui se passait. Et je pense aussi, et ça c'est dramatique, qu'il y a vraiment un manque de confiance dans le gouvernement et dans les élites économiques en général. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de faire des provisions pour la crise. On le voit énormément de gens qui sont en train de préparer leurs enfants. Vous monsieur, vous êtes enseignant, toute classe sociale confondue, qui sont en train de préparer leurs enfants pour quitter le pays. Ce qui est absolument dramatique. Donc je pense que il ne faudrait pas croire qu'il y a un besoin pédagogique parce qu'on a une stratégie très sophistiquée. Je pense que malheureusement, voilà, il faut avoir un discours de vérité, ce qui est l'un des plus grands changements managériaux depuis 15 ans, puisque tout ce qu'on peut voir au niveau des philosophies managériales, c'est justement la communication transversale, verticale, etc. Merci Laurent Wronski, merci. On marque une première pause. Il est 9h24, vous êtes sur BFM Business.